Cette maladie, non, il n'y a plus rien, pas de remarques. Donc on passe au point suivant. Le SIEG, Monsieur Rodier toujours. Ouais. On vote pas là. Non. Non. Si, il faut voter là. Ah, voter là. Bien sûr que si. Ah, pardon. Excusez-moi. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci. À autoriser, ouais. Allez, le SIEG, Monsieur Rodier. Alors, ouais, alors là, c'était les lieux dits. Alors, il s'agit de la présentation du rapport d'activité du syndicat intercommunal d'électricité et de gaz, et nous appartenons à ce syndicat depuis la libéralisation des tarifs réglementés, tarifs verts et tarifs jaunes. Alors, il se trouve que c'est le rapport d'activité 2015, or les tarifs ont été libéralisés au 1er janvier 2016, donc je vais aller relativement rapidement puisque ce sont des chiffres qui concernent l'ensemble du Puy-de-Dôme et dont moi je maîtrise relativement peu de choses en fait. Mais je vais vous rappeler quand même que pour ce qui concerne la ville de Thiers, sont au tarif vert tous les bâtiments dont la puissance est au-dessus de 250 kV/A. Les tarifs jaunes, tous les bâtiments qui sont entre 36 kV/A et 250. Et pour les tarifs verts, donc nous avons l'hôtel de ville, le groupe scolaire Georges Sand, le groupe scolaire Émile Zola, la salle polyvalente, le stade Antonin Chastel, le gymnase et la piscine, la station d'épuration des Martinets et les ateliers municipaux. Pour ce qui concerne les tarifs jaunes, nous avons le camping d'Illois, local Balthazar Métro, la salle Espace, l'ex-dispensaire, la maison des associations, la maison des sports, l'aire des repos des gens du voyage et la grande place de Thiers. Voilà. Alors, c'est un syndicat de type FIVU avec comme président M. Vessière. Comme vous pouvez le voir ici, il y a à la fois des municipalités et des communautés de communes qui appartiennent à ce syndicat. Et en fait, vous avez ici, ça peut être des communautés de communes, des groupements de communes ou des municipalités isolées qui font partie de ce syndicat. Vous avez ici sur cette carte, en fait, en couleur les groupes de communes et en blanc les communes isolées. Donc on en fait partie d'une de ces 132 communes isolées. Et vous avez une partie de notre interco, interco Thiers d'Oralier, qui faisait partie du SIEG, en particulier le groupement de communes entre l'ancienne communauté de communes entre Allier et Bois-Noir et deux communes de la montagne thiernoise. Après, on a des réseaux importants, alors un peu plus de 9000 km de réseau moyenne tension et un peu plus de 9000 km, 9500 km de réseau haute tension. Alors, vous voyez, c'est à peu près 18 675 km de réseau public de distribution d'électricité, dont 45%, un peu plus de 45% en souterrain. La répartition du réseau, vous avez donc le souterrain, du torsadé et un peu d'aérien nu. Le réseau, vous avez ici les tranches d'âge, sachant que là aussi, moi je découvre un peu avec vous, hein, j'en connais à peu près autant que vous, donc je suis incapable d'en dire la qualité avec ces simples chiffres. Voilà l'âge des réseaux. Voilà les tarifs bleus. Alors la question qui m'était demandée par M. Vatin en fait n'avait pas lieu d'être parce que c'est l'année 2015 et il n'y avait pas encore la libéralisation des tarifs d'électricité. Donc ça sera l'an prochain que je devrais vous fournir les chiffres que vous me demandiez. Parce qu'en fait il voulait la différence du tarif au kilowattheure, tarif bleu, enfin tarif jaune et tarif vert par rapport aux anciens tarifs. Pour ce qui est des coupures, nous en avons à peu près pour 25%, un peu plus de 25%. On va aller directement sur les budgets. Donc nous avons partie recettes un peu plus de 40 millions d'euros et partie dépenses un peu plus de 41 millions d'euros. Voilà.
Des questions ou des remarques? Bien sûr, Nicole. En fait, oui, je voudrais simplement rajouter une chose, c'est que par rapport à ces compteurs, ces tarifs jaunes ou verts, en fait, ça a une incidence financière. J'avais participé à une réunion, puisque c'est passé en 1er janvier 2016, hein, et un peu avant, on avait assisté à une réunion, et il fallait être extrêmement attentif au bon choix du compteur, parce que ça a un impact énorme, mais je dis bien énorme, sur le coût d'électricité. En fait, il y a eu un travail qui a été fait avec les services bâtiments. Et en fait, au niveau des économies, pour le budget 2016, on a une économie de 91 000 € d'électricité. Et je pense que le tarif jaune et vert a joué beaucoup là-dessus. Voilà. Donc on a eu une économie. En changeant le compteur, en le mettant vraiment adapté, c'est mieux pour tout le monde. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques, on va passer à la suite. Et je vais passer la parole à Nicole. Budget annexe OPA. Oui, là je tiens à vous rassurer, ça va être très rapide. En fait, c'est par rapport au budget annexe, la création du budget annexe pour l'opération programmée d'amélioration de l'habitat. Je vous en ai parlé tout à l'heure au niveau du débat d'orientation budgétaire. C'est simplement pour isoler les dépenses et les recettes, tant en fonctionnement qu'en investissement, et dans le but d'un passage ultérieur à la grande Comcom. Si vous me permettez, oui, madame. je vais faire une petite réflexion. Compte tenu de ces budgets annexes, la OPA, puis vous en faites également un autre pour l'ANRU, donc il y a des charges et des charges en personnel et des charges en fonctionnement. Je pense que quand on va faire le budget, il va falloir en tenir compte en additionnant un petit peu, si on veut comparer avec ce qui était avant. Parce que si on le sort du budget principal, évidemment, on ne le verra plus. Donc voilà. Y a-t-il d'autres remarques? Des abstentions? Des votes contre? Merci. Toujours Nicole, renouvellement du bail de la gendarmerie. Donc c'est pour le renouvellement du bail de la gendarmerie qui est 10 place Antonin-Chastel. Donc le bail était arrivé à échéance au 1er septembre 2013. On avait demandé à l'époque l'avis des services des domaines, donc c'est normalement... On réévalue en fonction du coût de l'indice de la construction. Mais on a engagé des travaux indispensables au niveau de la gendarmerie. Donc ces travaux étaient autour de 60-70 000 €. Et tant que les travaux n'étaient pas achevés, l'État a refusé qu'on réévalue le loyer. Donc, en fait, on en a parlé en commission finance, donc j'ai regardé ça un peu plus près. Donc, ils nous ont répondu, donc le service des domaines a mis très longtemps pour nous répondre, et ils nous ont dit, le 13 janvier 2017, que, bon, là, ils nous parlent bien que la révision financière est normalement en fonction des indices de la construction, mais ils nous disent que, en fait, ils ont fait une enquête pour ces motifs, et au regard des résultats de l'enquête effectuée par mes services, donc ils ont fait une enquête, ils ont constaté que la situation du marché locatif et l'état des locaux, ils nous disent de maintenir la valeur locative annuelle applicable au 1er septembre 2013 et jusqu'au 31 août 2016 à 20 000 €. C'est qu'après qu'on a le droit d'augmenter à partir du 1er septembre 2016. Les travaux sont achevés. On en avait parlé, vous nous disiez pourquoi on ne réévalue pas en fonction de l'indice. Ils ont eu une réponse ferme et définitive en disant non, vu l'état des locaux, on passe qu'à partir du 1er septembre 2016 à 20 790 €. Voilà. On a quand même investi une certaine somme dans les travaux. Alors, on a eu une forte subvention de notre député. Donc les travaux, on a eu pour 59 368 € TTC et une subvention de 17 665 €. Voilà. Plus d'infos que moi. Donc y a-t-il d'autres remarques? Des abstentions? Des votes contre? Merci. Oups. Point suivant, donc protection fonctionnelle d'un agent. Nous avons un agent?
nous avons un agent qui a été mis en cause dans le cadre de ses fonctions. Donc de ce fait, il vous est demandé d'accorder à cet agent, comme le prévoit la loi, qu'il soit assisté. On appelle ça la protection fonctionnelle, et qu'on prenne en charge les frais de justice inhérents à cette affaire. Y a-t-il des remarques? Oui. Ça a été une pratique, je dirais, constante dans les 2 derniers mandats. À chaque fois qu'il y a eu un problème, la collectivité a pris en compte, c'est normal. Oui, c'est un droit. Voilà. Parce qu'on est obligé. Y a-t-il des remarques? Ouais, je pense. Des abstentions, des votes contre? Merci. Point suivant, donc je passe la parole à Françoise. Renouvellement de convention de gestion administrative entre le CCAS et la ville. Oui, donc depuis plusieurs années, il existe une convention de mutualisation entre le CCAS et la ville pour tout ce qui est les services comptabilité, ressources humaines, informatique, juridique et communication de la ville. Donc, lors du dernier conseil d'administration du mois de janvier, a été voté au conseil d'administration du CCAS le renouvellement de cette convention, et donc pour la somme de 20 000 € par an, donc d'indemnité forfaitaire. Et donc il vous est demandé d'autoriser le renouvellement de cette convention. Y a-t-il des remarques? Des abstentions? Des votes contre? Merci. Convention transitoire de gestion compétences avec Thiers, Dore et Montagne. Alors. Donc c'est de ce dont vous parlez, Nicole, en début. Donc sur certaines compétences, comme entre autres l'enfance-jeunesse, il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de gestion avec Thiers, Dore et Montagne jusqu'à d'une période d'1 an renouvelable, jusqu'à que la compétence soit exécutée par Thiers, Dore et Montagne. Donc on conventionne avec la Comcom, donc la compétence est Comcom, mais l'exécution et l'opérationnel restent à la ville de Thiers jusqu'à que le transfert soit effectif. Donc il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents attenant à cette convention. Y a-t-il des remarques? Oui, Madame Malochet. Et ça risque d'être pris en compte dans le montant de la compensation? Aujourd'hui, c'est transparent, donc c'est juste un bout de papier. Pour le moment, 0. Voilà, 0. Et le jour où on transférera la compétence sera effective à Thiers, Dore et Montagne, là ça passera par la CLECT, commission d'évaluation des charges, et c'est là qu'il faudra être dur en affaires. Pardon? Ah non. Non, on a transféré la compétence à Tierco, et au 1er janvier, elle est tombée dans le pot commun de Thiers, Dore et Montagne. Et aujourd'hui, on signe la convention avec Thiers, Dore et Montagne. Y a-t-il d'autres remarques? Des abstentions? Des votes contre? Merci. Voilà. Dans la même lignée, ça continue, convention de mise à disposition de personnel avec TDM. Donc comme vous le savez, on a recruté au 16 janvier un ingénieur informatique, et on l'a fait en amont en concertation avec Thiers, Dore et Montagne. Donc aujourd'hui, comme on l'a recruté à 50% sur la ville de Thiers et 50% sur Thiers, Dore et Montagne, il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer la mise à disposition de Monsieur Thierry Coin. Et là, c'est fait dans le cadre d'une facturation. Voilà, là il est salarié ville, et on refacture 50% de son salaire à Thiers, Dore et Montagne. Voilà. Y a-t-il des remarques, des questions, des abstentions, des votes contre? Merci. Non, c'est encore à moi, décidément. Mise à jour du tableau des effectifs. Donc je ne vais pas vous faire toute la récitation, je vais essayer de vous la faire courte. Donc si vous reprenez le
le rapport sommaire, merci. Donc oui, donc 13 suppressions de postes et 15 créations. Les suppressions, c'est essentiellement, ça va de pair, hein, suppression, création, pour des promotions, hein, suite à la réussite à l'examen, du temps de travail augmenté, c'est toujours dans le cadre de la lutte contre la précarité, dans des 60% qui passent à 80%, dans ce sens-là. Des départs en retraite également. Donc le solde de 2, pour faire plus vite, il y en a un, c'est le poste de gardien de la paix municipal. C'est suite alors au reclassement d'un de nos policiers municipaux qui ne peut plus exercer pour des raisons médicales le poste de terrain. Donc on l'a placé ailleurs, mais il faut remplacer ce poste-là. Donc on a fait un recrutement sur ce poste-là. Et une titularisation sur un poste au service des sports. Voilà, sur le delta des deux. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. En commission, je pense que vous les avez posées. On a dû vous répondre. Allez, monsieur Batin, faites-vous plaisir. On va quand même s'abstenir. C'est tout, comme débat. Ça marche. Donc, abstention. S'il y a quand même une chose à souligner, c'est qu'on a demandé le nombre de contrats aidés. Et donc, on a quand même... On vous l'a envoyé. Oui, on nous l'a remis. Voilà. On a quand même constaté que ça y est, c'était passé de 18 à 32 entre les 2 années. Ah ben c'est... Je ne parle pas d'équivalent temps plein, je parle en personne. En personne. En personne. En équivalent temps plein, je crois que c'est 10 à 25. Oui. Mais donc, c'est quand même important. Tout à fait, et justement, attends, voilà. Je veux revenir vite fait sur... Vous êtes quand même dans la lutte pour la précarité. Mais excusez-moi, offrir à des gens des temps pleins, parce que juste un petit mot sur les emplois aidés à la ville de Thiers. C'est des temps pleins. Donc sauver quelqu'un pendant 3 ans, et de 2, ils ont un accompagnement. Donc on a pris, voilà, une association qui les suit. Non mais... Je sais, je connais les pour et les contre, je ne cherche pas la guerre, mais simplement à dire que bon, c'est l'état des lieux, quoi. Pardon, j'ai pas compris. Supplémentaire pour 2016. Non, on a voté pour... Non, on avait voté pour la création de 10, mais il y a encore 2 postes vacants là, donc... Donc voilà, on ne va pas rentrer dans le débat comme dirait Madame Malochet. Donc des abstentions. 1, 2, 3. Non, mais ils n'ont pas tous levé le doigt, c'est pour ça. Les 8. Les 8, merci. Les votes contre, il n'y en a pas 0. Ensuite, point suivant. Motion... Point 19, motion de soutien à la commune d'Aulois. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc je fais un petit rappel pour le public. Donc c'est une collectivité où un agent s'est fait tirer, où un cantonnier s'est fait tirer au fusil par un habitant. Donc c'est un petit peu chaud. Voilà. Donc ce qui a engendré, je vous la fais courte, à peu près 145 000 euros de frais pour la collectivité. C'est une toute petite commune qui n'a pas du tout les moyens de supporter ça. Et malheureusement, l'assurance n'a pas voulu du tout s'est retourné contre la commune, donc indemniser l'agent, mais s'est retourné contre la commune qui n'a aucun moyen, bien sûr, de rembourser ça. Donc il s'est monté une chaîne de solidarité autour de ça, donc l'association des maires a porté ça au plus haut, donc il y a déjà un texte de soutien, et au-delà de ça, ils ont même ouvert une tirelire, on va dire, une cagnotte où toutes les communes viennent abonder à leur niveau. Donc au départ, il n'y avait pas beaucoup. Aujourd'hui, il y a le département qui a abondé de beaucoup, donc je pense qu'ils vont récolter plus d'argent qu'il ne faut. Mais par principe, pardon ? Pourquoi ? Voilà. Donc pour le coup, il vous est demandé d'apporter un total soutien de solidarité à cette commune, d'accorder une subvention de solidarité de principe qui sera décidée ultérieurement, le jour où on aura plus de chiffres, de demander bien sûr à l'assureur de la commune de revenir sur sa position, de refuser d'indemniser la commune.
souhaite que très rapidement une subvention exceptionnelle au titre du ministère de l'Intérieur soit accordée, soulignant que l'aide apportée à la commune d'Aulois ne doit pas reposer uniquement sur la solidarité des communes et des Comcom, et autoriser bien sûr Monsieur le maire à entreprendre toutes les démarches et signer tout document se rapportant à la présente décision. Voilà, c'est toute une démarche de solidarité et de soutien. Oui, Monsieur Batin. Non, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Simplement une question, si ça se passait à Thiers, est-ce qu'on aurait le même problème? Franchement, je ne sais pas. Est-ce qu'on est assuré? Ça veut dire que finalement, ce qui se joue là, ce serait une assurance finalement entre de mutualisation finalement des risques, finalement ce qu'on fait là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est un peu bizarre, quoi, du point de vue assurance. Je pense que en fait, le gars qui a tiré avec le fusil n'était pas assuré, était insolvable. C'est un fonds de garantie qui a avancé. Voilà, c'est ça. Et maintenant, le fonds de garantie se retourne, voilà. Contre le responsable, donc c'est-à-dire la collectivité. Il n'est pas assuré, le gars. Est-ce que ça peut nous arriver demain? Ça veut dire que si ça nous arrivait, ça peut nous arriver aussi à nous demain. J'en sais rien. Ce genre de signe. Je sais pas. Voilà, pour être plus pratique. Ça peut nous arriver à nous demain. La différence, c'est que c'est une commune très pauvre. Voilà, le problème, c'est ça la différence. C'est que, voilà. Mais pour. Donc, y a-t-il des... Non. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Merci. Encore des motions. Point 20, motion de maintien de l'activité biologie médicale à Thiers. Alors dans le cadre je vais essayer de la faire très courte aussi, dans le cadre du GHT, donc c'est le décret qui est paru le 27 avril 2016, il est prévu qu'une réflexion sur l'activité médicale des hôpitaux de Thiers et d'Ambert est en cours, avec un projet de transfert vers le centre hospitalier de Clermont de la biologie. Actuellement, le laboratoire thiernois, Arche Biologie, seul présent sur les arrondissements de Thiers et d'Ambert, assure l'activité hospitalière et la permanence totale d'accès à tout service. Si la décision de transfert est retenue dans le cadre du nouveau fonctionnement du GHT, allié Puy-de-Dôme, alors que l'efficacité au plan économique n'est pas démontrée, les conséquences locales seraient très néfastes et fragiliseront encore le territoire et diminueront l'offre de soins qualitativement et quantitativement. Les conséquences de cet éventuel transfert concerneraient le laboratoire de santé, les centres hospitaliers de Thiers et d'Ambert. Pour le laboratoire, une perte de 30% d'activité, ce qui entraînerait... Pardon ? Oui, bien sûr, et les patients, oui. Ce qui entraînerait une perte d'activité de 30% et une perte d'emploi au minimum de 20 personnes. Pour le territoire, diminution des horaires d'ouverture et avec une flexibilité moindre pour les patients et les infirmiers qui déposeraient leurs prélèvements. La fermeture des plateaux techniques qui permettent actuellement un rendu des analyses urgentes dans les 2 heures, tant pour les prescriptions libérales que pour les hôpitaux. Perte de la permanence pour les patients à risque spécifique et sous-traitement lourd, en contradiction avec l'encouragement d'augmenter l'hospitalisation au domicile ou ambulatoire. Perte d'attractivité et du recrutement de nouveaux professionnels de santé. Pour les centres hospitaliers, les patients risquent de dégradation de la qualité et de la sécurité, le transport ayant un impact avéré et les navettes nécessaires entre les sites n'ayant pas satisfaisantes en raison de la nature des produits concernés. Allongement du délai d'attente aux urgences, surcharge de travail pour les personnels qui devront effectuer des prélèvements et réaliser des analyses localement sur des automates, le coût de la formation et de l'investissement n'est pas chiffré. Pour toutes ces raisons, il est indispensable que l'offre biologique demeure présente à Thiers comme à Ambert et qu'elle soit confortée dans toutes ses missions d'auxiliaire de santé. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer en faveur du maintien du laboratoire local d'analyse sur le territoire de Thiers-Ambert et exprime son désaccord et son opposition au transfert de cette fonction au CHU de Clermont-Ferrand. Voilà.
Y a-t-il des remarques ou des questions concernant un sujet qui tourne en boucle depuis quelque temps, et comme c'est un sujet majeur... Qu'on a traité à la communauté de communes. Aussi, donc là on va le traiter à tous les niveaux. S'il n'y a pas de remarques, y a-t-il des abstentions, des votes contre? Merci. Et je vais passer la parole à Stéphane, territoire zéro chômeur. Alors, il s'agit en fait de la demande, du plan de financement d'un poste avec il y a de l'aide au poste et puis il y a tout ce qui entoure l'aide au poste de Laure Descoubès qui s'occupe de territoire zéro chômage depuis août 2016, qui nous a permis entre autres d'être retenus parmi les 10 territoires candidats à territoire zéro chômage de longue durée. Et donc le plan de financement est de 39 200 € pour ce qui est du programme Leader et d'un autofinancement de 9 800 €. Je vais en profiter aussi pour dire où nous en sommes au niveau de l'expérimentation. Nous devrions ouvrir l'entreprise à but d'emploi au 1er avril de cette année. Pour environ une trentaine de personnes dans un premier temps, sachant que nous avons fait un tour de table avec 6 banques et que nous demandons 250 000 € d'emprunt pour pouvoir favoriser en fait tout ce qui est trésorerie et investissement. Par ailleurs, nous sommes en train de finaliser les statuts de la SIC. C'est une société d'intérêt coopératif, c'est un statut coopératif un peu particulier, une SIC SCIC, Société coopérative d'intérêt collectif. En fait, ce statut nous permet d'intégrer encore plus, s'il était possible, les demandeurs d'emploi véritablement dans une démarche d'entreprise, c'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes les propres propriétaires d'une certaine manière de l'entreprise et donc les premiers responsables de ce qui va devenir de l'entreprise. Et en faisant ce que nous avons fait, c'est-à-dire en mettant en place les statuts, en co-construisant avec eux les statuts de cette coopérative, ils ont d'autant plus compris, intégré l'ensemble des contraintes qui pèseront à terme sur l'entreprise à but d'emploi, en particulier évidemment des contraintes économiques, mais aussi des contraintes d'ordre organisationnel. Qu'est-ce qui pourrait arriver si l'un d'entre eux avait des problèmes particuliers, genre alcool, voilà. Donc tout ça a été réfléchi en commun et toute cette réflexion nous permet d'être plutôt optimiste pour l'avenir de cette entreprise. Voilà. Donc, il vous est demandé... Si vous permettez, oui. À midi, aux informations, ils ont passé un reportage sur cette opération dans une ville de Bretagne. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non. Donc, il vous est demandé d'approuver ce plan de financement. Oui, madame. Oui, si j'ai bien compris, c'est une mission, là, pour l'instant d'un an, qui débouchera ensuite sur un emploi. Il y aura un contrat de travail derrière. C'est ce que je dis dès que cette dernière sera créée. Là, il y a déjà un contrat de travail. Oui, mais là, c'est pour un an, c'est une mission. Non, c'est jusqu'au 1er avril, la date de la création de l'entreprise à but d'emploi, et après, elle bascule sur l'entreprise à but d'emploi. Donc après, c'est un emploi qui sera créé. Ça sera la directrice de la future entreprise à but d'emploi. D'accord. Voilà. Et alors, qui va faire la feuille de paye, là? Qui est l'employeur? L'entreprise, en fait, la SIC sous statut SAS, c'est une entreprise classique. C'est elle qui va. Voilà, qui va donc en fait, il y aura une partie qui sera faite en interne. Il y a quand même des comptables parmi les demandeurs d'emploi. Oui. Et dans un premier temps, on sera aidé par le. Elle a une entité, une personnalité juridique. Elle a une personne morale classique. Elle fera les feuilles de paye, d'accord. Et c'est une personne de tiers qui est employée là? On la connaît puisqu'elle est déjà employée. Oui, Laure Descoubès, elle n'est pas de tiers, mais elle n'est pas de très loin. Et en fait, elle avait été employée parce qu'elle appartenait au mouvement. Enfin, elle a travaillé pour ATD Quart Monde. Elle connaissait parfaitement les rouages de cette opération. Elle a travaillé en particulier, en fait, elle a un double profil, un profil d'économiste, ce qui est important pour une entreprise, et de l'autre côté, elle a travaillé pour des personnes, des publics fragiles, on va dire, en particulier dernièrement les gens du voyage, et avant dans des missions à l'étranger, en Thaïlande,
au Népal, ce qui lui permet d'avoir une vision et une compréhension des problèmes de ce public fragile assez riche. Oui. Et d'ailleurs, j'en profite, puisque vous me le permettez, de me féliciter du travail qui a été fourni par cette personne. Sans elle, je dois dire que nous n'aurions pas été en capacité d'être retenus parmi les 10 territoires. C'est revenu du mois d'août 2016 à avril 2017. C'est une partie de ses revenus et une partie, c'est tout ce qui est alentour, c'est-à-dire les voyages, l'informatique, qui a été payé en partie par cette, j'allais dire bourse, c'est pas une bourse, mais ouais, par ces fonds. Sur 8 mois, quoi, 45 € sur 8 mois. C'est pas énorme? Ne partez pas sur ce terrain. Je vous conseille la plus grande prudence. La pente est glissante, là. Elle est même verglacée. Ouais, ça fait quand même 6 000 € par mois, hein, si je calcule. Non. 49 000 divisé par 12. Non, mais c'est pas une année? C'est pas une Ah, année. c'est par 8. Je m'excuse, mais c'est pas 6 000 € par mois. Hein. C'est pas le salaire, là. Ah ben ça fait partie du budget global. Stéphane, vous avez dit qu'il y avait une demande de prêt qui a été faite auprès des banques. Non, ça c'est la partie sur laquelle on va pouvoir demander des subventions leader. Oui, d'accord. C'est tout, mais c'est pas son salaire. Mais elle, son salaire sera de combien? Ah ben j'en sais rien là, je suis pas incapable de vous répondre là ça sera dans le budget global quoi. Mais il y a parmi ça, il y a évidemment tous les voyages qui ont été faits à Paris, il y a l'informatique parce qu'il y a des frais, il y a tous les frais qui ont été engagés par ailleurs pour cette entreprise qui débouchera au 1er avril sur une entreprise sortie. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques? Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci. Et on va passer au dernier point, normalement. Et je vais donner la parole à Célia. Donc c'est la fusion, regroupement, je ne sais pas le terme, de maternelle et primaire Zola. Oui, donc l'Éducation nationale a fait une estimation des effectifs dans nos écoles pour la rentrée prochaine et a constaté des baisses d'effectifs dans plusieurs écoles. Donc Le Faux, Georges Sand, Turlet, Zola maternelle et Zola élémentaire. Donc la question s'est posée de suppression de postes. Bien sûr, l'Éducation nationale n'avait pas l'intention de supprimer des postes dans toutes ces écoles, mais dans celles les plus fragilisées, Zola et Turlet. Pour rappel, l'année dernière, il y a déjà eu des suppressions de postes envisagées dans ces deux écoles et grâce à la mobilisation des parents, des enseignants et des élus, on a pu échapper à ces fermetures de classes. Mais bon, pour la rentrée prochaine, ça ne devrait pas se passer comme ça. Donc il y a eu une discussion entre l'Éducation nationale et la mairie et une proposition a été faite sur Émile Zola de faire une fusion des directions de la maternelle et de l'élémentaire, ce qui éviterait de fermeter des classes et nous permettrait de conserver nos 11 classes, 4 en élémentaire, en maternelle et 7 en élémentaire. Cette fusion, donc, il n'y aurait plus qu'une seule directrice au lieu de 2 directrices et une décharge supplémentaire serait accordée à la direction de cette nouvelle école. Il y a eu un conseil d'école extraordinaire où avait en présence des enseignants, des parents, des DDEM
et de la mairie, où tout le monde a pu s'exprimer, poser des questions. Et suite à ce conseil d'école extraordinaire, il y a eu un vote. Je vais vous en donner le résultat. Pour l'école élémentaire, il y a eu 16 votants. 16 ont voté pour la fusion. Et pour l'école maternelle, 8 votants. 7 ont voté pour la fusion et une abstention. Le projet de fusion a remporté l'adhésion de la majorité des votants. Donc il vous est demandé aujourd'hui d'émettre un avis favorable à la fusion des écoles maternelles élémentaires Émile Zola. Y a-t-il des remarques? Si c'est une bonne chose, a priori tout le monde est content, comment ça se fait que ça ne se fait pas dans d'autres écoles comme Saint-Georges Sand, il me semble, où il y a deux trucs? Pour la rentrée, et envisager simplement des suppressions pour la prochaine rentrée sur Émile Zola. La question est sur Émile Zola, donc cette proposition a été faite de fusion pour éviter une fermeture de classe, mais pour Turlet, attention, à mon avis, pour la rentrée prochaine, on va avoir du mal à y échapper. Y a-t-il d'autres remarques? Pourquoi la suppression d'une direction évite une suppression de classe? Et ça, c'est l'organisation de l'éducation nationale. C'est l'éducation nationale qui a proposé cette solution, plutôt que de fermer une classe, une fusion des deux directions. Et voilà. Ils y trouvent même des avantages dans la continuité des apprentissages. Et dans leur organisation interne aussi. Bon, enfin, après, bon, les parents et les enseignants ont été favorables. Hein. Donc voilà, je ne vois pas comment on pourrait s'y opposer. Hein. L'essentiel, c'est quand même qu'on conserve nos 11 classes sur Émile Zola. Hein. D'autres remarques? Des abstentions? Des votes contre? Merci. Donc, on a épuisé l'ordre du jour. Y a-t-il des questions parmi les élus? Petite question, puisqu'on est à Émile Zola. Il avait été évoqué il y a déjà quelques mois, peut-être une fusion de l'école du Moutier avec Émile Zola. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Parce que je vois que vous faites des gros travaux à l'école du Moutier. Si l'école du Moutier doit fermer, voilà. Où on en est de ce projet? Qu'est-ce qu'il en est? C'est pas l'ordre. C'était quelque chose qui n'était pas impossible. Hein, oui, dans la vie. Mais c'est pas l'ordre du jour. Voilà. Y a-t-il d'autres questions parmi les élus? Oui. Oui, madame. Pourquoi les vitraux de l'église Saint-Genet ne sont plus allumés le soir? C'était joli sur la place. Nicole, c'est pour toi la question. Moi, je suis désolé, il n'y a que toi. Oui. En fait, je l'apprends. Ouais, je l'apprends, je ne savais pas. Ah bon? Ben, c'est plutôt l'éclairage public, donc c'est plutôt Stéphane. Hein. Ouais. Je sais pas, mais je sais pas trop moi en fait. Non, on va poser la question, puis on va se renseigner. Oui, on va se renseigner. C'est Stéphane pour baisser son budget. Y a-t-il d'autres questions parmi les élus? Non.